Monsieur Léon Blum, leader du Parti socialiste. Annonce radiodiffusée, 5 juin 1936. Le gouvernement de Front Populaire est constitué. Son programme est le programme du Front Populaire. Un programme anti-crise, un programme inouï. La semaine de 40 heures, les contrats collectifs, les congés payés, c'est-à-dire les principales réformes réclamées par le monde ouvrier. Au printemps 1936, le Front Populaire est élu. La vie des Français va changer. Le président Léon Blum vous parle. Il y a quelque chose qui ne me manquera jamais. C'est la résolution, c'est le courage et c'est la fidélité. Alors, rappelez-vous, c'est pour éviter le péril fasciste en France que les socialistes, les communistes et les centristes se sont unis. Vive l'unité prolétarienne! Et malgré la crise économique, malgré la menace d'Hitler, malgré les craintes d'une révolution bolchevique, le pays a choisi Léon Blum et ses alliés. Victoire du Front Populaire, demandez l'humanité. La France était engluée dans un carcan archaïque et la société a voulu tester le Front Populaire comme la promesse d'une vie meilleure. C'est ce que vous allez découvrir dans ce nouvel épisode. Mes chers amis, je vous prie de considérer que la France entière, en ce moment, vous écoute. Je m'appelle Philippe Collin et vous écoutez Léon Blum, une vie héroïque. 5e épisode, 1936. Changer la vie. L'idée du Front Populaire est plus vivace et plus puissante que jamais. Léon, défendons le ministère. Un juif? Un juif, oui. Pauvre France. Ce 5e épisode débute le 3 mai 1936. C'est un dimanche, c'est le second tour des élections législatives. Aux urnes, les citoyens. Voici le chef de l'État. Lebrun, Albert, président de la République. À voter. À voter. Toutes sans cœur. C'est un reportage de l'époque, dans le bureau de vote d'Albert Lebrun. Et déjà, on médiatisait la participation du président de la République. À voter. Le lendemain, les résultats sont nets et sans appel. Victoire du Front Populaire, demandez l'humanité. Victoire de la classe ouvrière. Bonjour camarades. L'alliance des partis de gauche remporte l'élection. Avec une surprise de taille, le groupe socialiste est arrivé en tête. Alors qu'on attendait plutôt les radicaux, autrement dit les centristes. On les appelle les radicaux, car au XIXe siècle, sous le Second Empire, ils étaient radicalement républicains. Mais au XXe siècle, ils sont centristes. Donc la SFIO a réalisé le meilleur score dans les urnes. Alors, Léon Blum se pose des questions. On doit revendiquer le gouvernement. Pourquoi Je ne vais pas dire je. Les résultats sont clairs. Le gouvernement doit être dirigé par un socialiste. C'est bien ton avis, non? Oui. De toute façon, c'est le président de la République qui décide. Albert Lebrun, dans la tradition républicaine, va appeler Léon Blum à la présidence du Conseil. Mais, je le répète, ce n'était pas prévu. Blum doit donc former un gouvernement, mais sans les communistes. Leur chef, Maurice Thorez, s'en explique à la radio. Nous accorderons au gouvernement socialiste une collaboration étroite, fraternelle et sans éclipse. Soutien au gouvernement, mais sans participation. Ça signifie qu'il n'y aura pas de ministres communistes, uniquement des socialistes et des centristes.
Mais Blum ne veut pas brusquer les choses. Il tient à respecter la légalité républicaine, qui lui impose un délai d'1 mois avant d'être investi président du Conseil. La classe ouvrière est prise d'euphorie. Et pourtant, un peu partout en France, on voit naître des grèves spontanées. Nous lutterons jusqu'au bout pour la défense de nos revendications dans le calme et la dignité. Le voulez-vous, camarades? Ce ne sont pas des grèves pour obtenir un certain nombre de revendications face à un gouvernement qui serait réticent, voire hostile. Pascal Horry, historien. Ce sont des grèves destinées à soutenir un gouvernement dont on attend beaucoup, dont on sait qu'il va mettre en œuvre une partie des réformes proposées par le gouvernement de Front Populaire, mais qui sont assez peu nombreuses. Et ce sont surtout des grèves de la victoire, avec 2 caractéristiques qui frappent les contemporains. D'abord, ce sont des grèves très étendues, très rapidement, dans le secteur privé, ce que nous avons du mal à comprendre aujourd'hui. Ce n'est pas le secteur public qui se met en grève, c'est le secteur privé qui pense qu'il a un rattrapage à obtenir en matière de conditions de rémunération, même de congés payés par rapport au secteur public. Et puis d'autre part, ça c'est encore plus original, ce sont dans beaucoup de cas, pas dans tous les cas, mais des grèves avec occupation des lieux de travail. Donc une sorte de prise de contrôle anticipée de la classe ouvrière sur les outils de production. Ce qui peut faire peur à la droite, même un centre droit, qui se dit, voilà, le bolchevisme est à nos portes. En réalité, ce sont plutôt des occupations festives. Il y a eu des représentations théâtrales, des bals populaires, des défilés symboliques, surtout quand les lois ont été votées ou que des conventions collectives ont été signées dans tel ou tel secteur. On assistait à des sorties d'usines qui sont des moments assez uniques dans l'histoire de la classe ouvrière. Donc il y a un style qui a déconcerté à peu près tout le monde. Certains ont parlé à l'époque de pique-nique permanent, avec peut-être un peu de condescendance. D'autres y ont vu les débuts d'une révolution radicale. Ce n'était ni l'un ni l'autre. Et d'ailleurs, Maurice Thorez était le premier à dire qu'il fallait terminer une grève. Ces grandes grèves populaires terrorisent le patronat. Et la presse bourgeoise s'en fait l'écho. Éditorial du journal conservateur Le Temps, 7 juin 1936. Devant cette grève qui se généralise, tous les travailleurs de toutes les professions ont fait la grève. Et la grève sur le tas. Devant ces violations énormes, inouïes de l'ordre et des libertés publiques les plus élémentaires, le président du Conseil, le chef du gouvernement légal, a-t-il parlé au nom du pays tout entier, au nom du droit républicain? Léon Blum s'est-il élevé contre cette dictature occulte qui pèse sur la nation? Vive le Front Populaire! Vive le Front Populaire! La Confédération du patronat, les partis de droite sont saisis d'inquiétude, voire de panique. Et je dirais plus encore les entrepreneurs que les hommes politiques, parce qu'après tout les hommes politiques peuvent penser qu'il y aura un second, troisième tour au Parlement, au Sénat. Le Sénat n'est pas complètement à droite, il ne faut pas le caricaturer. Enfin, clairement, ce sera une force de frein devant à peu près toutes les réformes. Ce sont les entrepreneurs qui sont vraiment touchés directement par les grèves, qui sont à la fois très inquiets, très soucieux qu'il y ait une solution et qui sont prêts à accepter que cette solution passe par une intervention de l'État, ce qui est fondamentalement anti-libéral. Enfin bon Dieu, Paul, Blum, qu'est-ce qu'il fait? Tous les patrons disent la même chose, on va tout droit au bordel. Excusez-moi, mais avec ces grèves, on plonge dans le pétrin. Le patronat, en mai-juin, accepte de négocier. Et ça, c'est la grande nouveauté de l'époque. Le patronat est prêt à céder. Il t'implore. Bien. Effrayés à l'idée d'une révolution bolchevique, les patrons français acceptent de négocier. Et Léon Blum joue les intermédiaires. Le plus important dans ce qui se passe au printemps 36, c'est qu'au fond, c'est sous Léon Blum, ce grand juriste,
qui ait franchi un pas capital jusqu'à aujourd'hui dans l'histoire politique française, ce sont les accords Matignon. Non pas par leur contenu, par le mot Matignon. Ça veut dire que le gouvernement, devant une crise sociale, dit aux partenaires sociaux, comme on dira plus tard, et ça ne le concerne pas, ce ne sont pas les fonctionnaires qui sont en grève, venez chez moi, dans cet hôtel Matignon qui est depuis peu de temps le siège de la présidence du Conseil, et c'est à mon invitation que vous allez vous retrouver autour d'une table, syndicats, patronat, etc., pour négocier. Et on ne sortira pas de là sans qu'il y ait résultat. Mais c'est complètement nouveau, j'allais presque dire, c'est complètement révolutionnaire. En tous les cas, c'est réformiste. Messieurs, vous aurez bientôt pour signature le protocole consignant les accords que vous avez conclus. Ainsi pourra s'achever dans le calme le plus formidable conflit social qu'ait connu la République. Dans ces accords Matignon du 7 juin 1936, figurent bien sûr les congés payés. Mais sachez que ces congés payés ne figuraient pas dans le programme initial du Front populaire. C'est une initiative personnelle de Léon Blum qui fait suite aux 4 semaines de grève qu'a traversé le pays. Allez, au Front populaire, au Front populaire. Les congés payés, c'est le totem de Léon Blum. Mais question, où en était-on des congés payés en France à l'époque ? Il y avait des congés payés avant 1936 en France, en particulier dans la fonction publique, qui avait été la première dès le 19e siècle à être choyée par les gouvernements successifs, y compris les gouvernements autoritaires, par exemple du Second Empire, parce qu'il fallait en quelque sorte s'assurer de la loyauté des fonctionnaires en leur garantissant des conditions bien supérieures à celles du secteur privé. La nouveauté de 1936, c'est la généralisation, c'est d'autre part la facilité d'accès aux congés payés. La France était en retard par rapport à certains pays d'Europe occidentale, mais à partir de 1936, la France est en avance. Dans son abécédaire, tourné à la fin des années 1980, le philosophe Gilles Deleuze avait quelques souvenirs des congés payés. Je me rappelle d'autant plus que l'arrivée des premiers congés payés sur la plage de Deauville, qui était une plage réservée de longtemps aux bourgeois, c'était leur propriété, voilà que débarquent les congés payés et des gens qui sans doute n'avaient jamais vu la mer. Et c'était grandiose là. Si la haine de classe veut dire quelque chose, c'est des mots comme « hélas ». Ma mère, qui était pourtant la meilleure des femmes, disait sur l'impossibilité de fréquenter une plage où il y avait des gens comme ça. C'était donc très dur et ils n'ont jamais, moi je crois que les bourgeois, ils n'ont jamais oublié. Allez, unité d'action, camarades, tous à la baille. Qui étaient les ouvriers d'usine, les ouvriers à la chaîne? C'était, à l'origine, des paysans. Ilan Gralzamer, historien. Des jeunes qui avaient quitté leur village pour arriver à la grande ville, pour travailler immédiatement à la chaîne dans des cadences infernales et dans des conditions qui étaient, avant 36, absolument dégoûtantes pour l'ouvrier. Et il ne revoyait pas sa famille, ou il ne la revoyait pas du tout, ou il ne la revoyait que bien des années après, tout simplement parce qu'il n'avait pas la possibilité d'arrêter son travail, les salaires étaient minimes, et d'avoir l'argent pour ne pas travailler et pour partir voir ses vieux parents dans leur village. Et donc, au-delà de simplement donner des congés, c'est la possibilité pour les gens de retrouver leur famille, de revivre en famille, ne serait-ce que au départ pour 15 jours, mais c'est extraordinaire. Lettre adressée à Léon Blum par Solange Flaumont, septembre 1937. Cher monsieur, j'ai 17 ans et je reviens de faire un beau voyage que jamais je n'aurais fait sans vous. Enfin, j'ai pu réaliser un rêve que je caressais depuis longtemps. Revoir le pays natal et vivre pendant 15 belles journées parmi tous les membres de ma famille que les duretés de l'existence m'avaient contrainte de quitter fort jeune.
Mon père m'a dit que c'était grâce à vous et au Front populaire si j'avais eu des congés payés. Alors, cher monsieur, laissez-moi vous remercier. J'insiste sur cette dimension. Les congés payés, c'était certes le repos mérité du travailleur, mais en effet, c'était aussi l'occasion pour l'ouvrier de revoir sa famille. Et par exemple, de présenter les petits-enfants aux grands-parents. Les congés payés, c'était apaiser le déracinement dû au travail. Les congés payés ont permis de reconstituer les familles, mais attention, pas dans l'esprit chrétien qu'ils aillent tous à la messe ou à l'église, etc. C'est la joie des retrouvailles, c'est les repas pris ensemble. Donc il y a un aspect séculier dans cette réunion des familles qui n'a pas tellement intéressé l'Église, qui a continué avec ses attaques absolument extrêmes. Les attaques ont très vite fusé. Et dès le 7 juin 1936, à la Chambre des députés, Xavier Vallat ouvre le bal. Mais d'abord, qui était-il ? 10e d'une famille de 11 enfants, issus d'un père instituteur public qui n'aimait pas la République. Frédéric Potcher, chroniqueur judiciaire. Xavier Vallat, 56 ans, marié sans enfant, déteste lui aussi la République. Il a fait du droit. Il a été un beau combattant de la guerre de 14. Il y a laissé un œil et une jambe et en a rapporté la Légion d'honneur et 4 citations. Puis il est devenu député de l'Ardèche en 1919. Alors Xavier Vallat, c'est pas un excité qui siège à l'extrême droite. Laurent Joly, historien. C'est un homme politique qui certes a commencé à l'extrême droite, qui a été élu député en 1919 et qui est un député catholique, donc il est là pour défendre la religion catholique, la liberté d'enseignement. Et au fur et à mesure des années, il s'est imposé comme l'un des grands parlementaires de la droite conservatrice, au point d'intégrer la Fédération républicaine, d'en être l'un des vice-présidents. Donc on voit quelqu'un qui parle au nom de l'opposition. La Fédération républicaine, c'était le grand parti de la droite libérale et conservatrice de l'entre-deux-guerres. C'est ça qui est véritablement nouveau dans les attaques antisémites qu'il va porter. Il parle au nom de la droite. Voilà. Ça, c'est important à comprendre. À l'époque, quand vous avez la présentation d'un gouvernement, vous avez un certain nombre de parlementaires, les plus éminents de l'opposition, qui vont dire ce qu'ils pensent du gouvernement. Ils vont commenter la composition du gouvernement, dire en quoi ils pensent que ça ne peut pas marcher. Voilà, il fait ça, il commence comme ça, il fait un discours classique, spirituel, sur le projet de Léon Blum, et puis il en vient à sa personne. Et là, c'est un discours qui est préparé, c'est aussi ça qui est nouveau. Il est au perchoir, c'est pas un excité qui est en train d'hurler de son banc. Il dit voilà, il y a une autre raison qui m'empêche de vous accorder la confiance, c'est que vous êtes juif. Votre arrivée au pouvoir, monsieur le président du Conseil, est incontestablement une date historique. Pour la première fois, ce vieux pays gallo-romain sera gouverné... Prenez garde, monsieur Vallat. ...par un juif. Je dis, parce que je le pense, et j'ai cette originalité ici qui, quelquefois, me fait assumer une tâche ingrate de dire tout haut ce que tout le monde pense tout bas, que pour gouverner cette nation paysanne qu'est la France, il vaut mieux avoir quelqu'un dont les origines, si modestes soient-elles, se perdent dans les entrailles de notre sol, qu'un talmudiste subtil. Et là, ça suscite un scandale. Parce que ça se fait pas d'attaquer un collègue comme ça. C'est un tabou qui est brisé. Et c'est très violent. D'ailleurs, Léon Blum, il est devenu blanc comme un linge. Il s'est levé, il a voulu répondre, mais Édouard Herriot n'a pas voulu qu'il réponde. On l'a retenu, il a presque failli s'évanouir. Il n'était pas bien. Et Vallat continue, son attaque antisémite, avec, ça qui est intéressant, le soutien de l'ensemble de la droite et de l'extrême droite, qui, vous savez, tapent sur les pupitres, applaudissent, crient. Donc c'est vraiment un grave incident parlementaire. Le lendemain, cet incident est repris par la presse, parce que c'est l'incident de la journée. Et Xavier Vallat, du jour au lendemain, devient une sorte de héros
pour les antisémites français. Donc il y a une sorte de révélation pour les antisémites militants. Vala faisait pas particulièrement partie. Vala, son combat, c'est la défense de la religion catholique, de la liberté de l'enseignement. C'est ça le truc de Vala. Et du jour au lendemain, il devient porte-parole des antisémites. Il y a des organismes de propagande qui lui écrivent. Les revues antisémites vont placer Vala à la tête. Qui sont les hommes politiques qui peuvent régler les problèmes juifs ? On va mettre Vala. Donc il est identifié à partir de là comme un spécialiste, si vous voulez, et lui-même va commencer à se documenter, à se prendre pour un spécialiste de l'antisémitisme. Donc il y a un lien direct entre ce Vala de 1936 et le Vala qu'on connaît, puisque Vala, on le sait, a été commissaire général aux questions juives sous Vichy, et qu'il est le principal responsable de la législation antisémite de Vichy. C'est sous son autorité que la très grande majorité des lois antisémites de Vichy ont été adoptées, le deuxième statut des Juifs, la loi de recensement, la loi de spoliation, etc., etc. Donc vous voyez un acteur majeur de l'antisémitisme d'État de Vichy, dont toute la réputation, et ce qui explique pourquoi il a été nommé à ce poste-là en 1941, tient à son exploit de 1936 contre Léon Blum. Après-guerre, en 1947, Xavier Vala a été jugé par la Haute Cour de justice. Tel est l'homme qui comparaît devant la Haute Cour, présidée par M. Louis Noguer. Procès suivi par Frédéric Potcher. On lui dit, vous avez dit que vous détestiez la République et le régime parlementaire. Mais oui, je suis comme mon père, dit-il, un mauvais républicain. Condamné à 10 ans de détention, il n'en fera que 2, puis amnistié en 1954. Xavier Vala meurt chez lui dans l'Ardèche en 1972. A-t-il exprimé des regrets sur la fin de sa vie ? Non, Vala a toujours été convaincu que c'était un homme juste et qu'il avait bien agi. C'est simple, on est bien comme ça, on meurt la paix dans l'âme. Et donc, oui, il considérait que lui avait essayé de faire une politique qui visait à régler le problème juif en France, parce qu'il y avait un problème juif, qu'après, il y a eu des déportations, mais lui, il n'avait rien à voir avec ça, et que ce qui se passait après la guerre était la confirmation de ce qu'il pensait. Et d'ailleurs, Vala soutiendra l'État d'Israël, le sionisme, il dira c'est très bien, j'ai toujours dit que les juifs n'étaient pas vraiment français, et qu'il faudrait qu'ils aient un passeport juif. Voilà, donc tranquille, Vala. Et de temps en temps, il reparlera de son discours de 1936. Il recevra de temps en temps des lettres d'admirateurs. Ah, quand vous avez eu le courage en 1936, il en parlera, assez fier de lui. Le 4 juin 1936, Léon Blum accède donc au pouvoir. Il se voit confier la présidence du Conseil. Monsieur Léon Blum est appelé par Monsieur Albert Lebrun, qui le charge de former le nouveau ministère. Édouard Daladier, leader centriste du Parti radical, est nommé vice-président du Conseil. À l'intérieur, Roger Salingro. Aux finances, Vincent Auriol. À l'éducation nationale, Jean Zay. Le plus jeune ministre du gouvernement, il a 32 ans. Et puis, il y a une surprise de taille. Quelques heures plus tard, Monsieur Léon Blum vient présenter au chef de l'État les membres de son cabinet, parmi lesquels on compte, pour la première fois en France, 3 femmes ministres. 3 femmes ministres. C'est la première fois en France. Alors, on va donner leurs noms. Suzanne Lacorre, Cécile Brunschwig et Irène Joliot-Curie. 3 femmes entrent au gouvernement, avec cependant une question en suspens. Comment se fait-il qu'il y ait des femmes au gouvernement alors que les femmes n'ont pas encore le droit de vote en France et ne l'auront qu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale? C'est un paradoxe, finalement. L'historien Ilan Grailsheimer. L'une des thèses, c'est que, en fait, beaucoup de gens à gauche pensaient que les femmes voteraient à droite. La France était encore très catholique à cette époque-là, il y avait des prêches dans les églises, etc. Je me suis rendu compte que pas mal de gens à gauche, qu'il s'agisse des socialistes ou des communistes, pensaient en fait que donner le droit de vote aux femmes était assuré à la droite et aux conservateurs en général un succès électoral. Toujours est-il que ça reste un paradoxe. Oui,
3 femmes au gouvernement, mais pas de droit de vote. Le droit de vote pour les femmes, ce sera pour 1944. Mais en quelques semaines, Léon Blum et ses alliés ont transformé la France. Jamais je n'aurais pu imaginer ça. Il y a 3 mois, congé payé, voté à l'unanimité. La semaine de 40 heures. Ça a été plus difficile. Mais voter, ce sera ma fierté d'avoir modifié la vie du peuple, à l'usine et hors de l'usine. Et vive les 40 heures! Quand je pense à Jaurès, ça c'est 30 années au parti. Quel chemin parcouru. Ces réformes vont marquer les esprits, vont marquer la vie réelle des Français. Nicolas Rousselier, historien. Donc on a, avec le Front populaire, quoi qu'on puisse dire ensuite de son échec, et bien sûr il y a échec du Front populaire à la fin, mais sur le moment, c'est pour ça qu'on parle du printemps 36, on a une rencontre très rare dans l'histoire politique française entre un gouvernement d'un côté, c'est-à-dire la capacité du politique d'un côté, et de l'autre, des changements, j'allais dire sonnants et trébuchants, comme on dit, c'est-à-dire des changements que les Français, notamment les ouvriers, les employés, aussi la classe moyenne, vont voir tout de suite. Si vous voulez, le Front populaire, c'est le printemps. Les congés payés, c'est l'été. Donc, dès l'été, on part en vacances, éventuellement en vélo, les fameux tandems. Voilà. Donc ça, c'est un moment extrêmement rare. D'habitude, vous avez un long labyrinthe entre la décision politique et d'éventuels résultats. Regardez ce qui peut se passer autour de nous dans notre époque. Tandis que là, un changement social presque en direct de ce que fait le Parlement sous l'égide de ce personnage de Léon Blum. Allez, on y va. T'as pas peur? Moi, j'ai pas peur. Non, non. Oh là 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 là. Rose, prends pas trop d'élan. Rose, prends pas trop d'élan. Voilà, laisse aller, là. Oh là 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 là, mais freine, nom de Dieu! Je fais du tandem, tu fais du tandem, c'est toi qui m'entraîne, c'est moi qui t'emmène. Quand tu sens que mon bémol va défaillir, tu plaques un petit accord pour me soutenir. Mais le vrai tandem, toujours et quand même, c'est l'union suprême de 2 cœurs qui s'aiment. À 2 dans la vie, on s'en va ravi, on s'aime en faisant du tandem. Ah, on s'aime en faisant du tandem. On va casser le tandem, on va casser le tandem. Oh. Léon Blum, au procès de Riom, 11 mars 1942. Je ne suis pas souvent sorti de mon ministère, mais chaque fois que j'en suis sorti, que j'ai traversé la grande banlieue parisienne et que j'ai vu les routes couvertes de tacos, de motos, de tandems, avec des couples d'ouvriers vêtus de pullovers assortis, et qui montraient que l'idée de loisir éveillait même chez eux une espèce de coquetterie naturelle et simple. Tout cela donnait le sentiment que j'avais malgré tout apporté une espèce d'embellie dans des vies difficiles, obscures, qu'on ne les avait pas seulement arrachées au cabaret, qu'on ne leur avait pas seulement donné plus de facilité pour la vie de famille, mais qu'on leur avait ouvert la perspective d'avenir. Vive le Front populaire! Vive le Front populaire! En 2 mois, pendant l'été 1936, c'est un fait historique. Le Front populaire a changé la vie. Oui, absolument. Je crois qu'on n'exagère pas en disant que le Front populaire a changé la France. Ilan Grailsheimer. La France, jusqu'en 1936, est une France ancienne, engluée dans le passé, anachronique par beaucoup d'aspects, qu'on pense à la situation des paysans, par exemple, pas seulement des ouvriers. Et en très peu de temps, le Front populaire change la France et la fait passer à une époque dont nous sommes la continuation aujourd'hui. C'est vraiment une césure. Léon Blum, au procès de Philippe Pétain, juillet 1945. Ce qui pervertit la moralité ouvrière, ce n'est pas le loisir, ce n'est pas la journée plus courte ou le salaire plus élevé. C'est le chômage
et la misère. Le loisir n'est pas la paresse, c'est le repos après le travail. L'organisation du loisir, l'accroissement du pouvoir d'achat des salaires permettent à la famille ouvrière d'entretenir la santé par l'exercice et la bonne humeur par le sport, d'augmenter la part laissée aux occupations et aux affaires domestiques. Ils permettront quelques jours à la mère de se consacrer tout entière à son foyer, c'est-à-dire qu'ils renforcent simultanément tous les facteurs moraux de l'existence. C'est ainsi qu'une race se refait, se rajeunit, car il n'y a pas de joie au travail sans la joie de vivre. Ballons, chantons au vent, debout, amis. Il va vers le soleil levant, notre pays. Un des arguments des antisémites, c'est « Regardez, il veut imposer le Shabbat, c'est-à-dire la fête juive du samedi, il l'a transposé en congé payé, et une fois de plus, comme lorsqu'il a écrit du mariage et qu'il voulait saper l'institution chrétienne du mariage, une fois de plus, il veut saper la France chrétienne avec ses congés payés parce qu'il veut lui injecter une dose de judaïsme. Parce que quand on parle de famille, il y a ces deux aspects. Il y a la famille chrétienne, avec tout ce que ça représente, surtout à cette époque. Il y a aussi, et c'est le sens des congés payés et de ces gens qui partent sur des vélos pour retrouver leur village, etc., qui est la joie. Que la route est jolie, jolie, vraiment. Amis, vive la vie et nos 20 ans. La joie, c'est aussi la joie du temps libre. Oui, et c'est quand même, aujourd'hui, évidemment, très difficile à se représenter ça, mais à se représenter le fait qu'un ouvrier travaillait sans arrêt. Il n'y avait aucun moment, même pas seulement pour voir sa famille, mais pour voir comment il pourrait se promouvoir et avoir d'autres choses et d'autres plaisirs, etc. C'est-à-dire que ce n'est pas que d'aller en vacances, c'est beaucoup plus que ça. C'est vraiment très profondément trouver la liberté. Et ça, c'est très typique de la pensée de Léon Blum, puisqu'il y revient dans pratiquement tous ses textes, cette soif de liberté, cette soif de retrouver ses valeurs et de réfléchir sur soi-même. Donc, c'est vrai, c'est des vacances, mais c'est beaucoup plus que ça. Oui, quand on dit les vacances, c'est du temps libre pour faire autre chose et notamment devenir un meilleur être humain, par exemple. Oui, moi je pense que cette histoire du temps libre, du temps donné à la personne pour progresser physiquement et mentalement, c'est sans doute l'aspect le plus extraordinaire de l'affaire et qui correspond à la conception du socialisme humaniste qu'avait Léon Blum, un socialisme qui doit tendre à rendre l'homme plus humain, plus moral, plus droit, et c'est tout à fait dans son esprit de donner du temps libre aux Français. Et plus heureux, au final. Oui, et plus heureux, et il y a beaucoup de gens à qui cette idée de plus heureux ne plaisait pas du tout. Dans la droite, dans l'extrême droite et dans l'Église à l'époque. Amusez-vous, foutez-vous tous, la vie entre nous est si brève. Amusez-vous, commodez-vous, la vie est si courte après tout. Le Front populaire n'applique pas un programme socialiste au sens révolutionnaire. C'est un programme anti-crise pour éviter le péril fasciste. Une expérience joyeuse pour les travailleurs et les employés. Une embellie, dira Blum. Mais pour lui, Léon Blum, que se passe-t-il dans sa vie durant cet été 1936 ? J'en ai assez, Léon. Je ne retourne plus à l'hôpital. Mais ma chérie, à l'hôpital, tu seras mieux soignée. Je t'en prie, Thérèse. Thérèse Blum commence dans les années 35-36, au moment du triomphe du Front populaire.
elle est un tout petit peu en retrait de temps en temps. Dominique Missika, historienne. En fait, elle a des fièvres, elle a des accès de fatigue. Le diagnostic n'est pas fait, ou du moins, elle ne le dit pas. Elle cache à Léon Blum qu'elle est souffrante. Comme on a dit d'elle, elle est ardente de son ardeur. Elle ne peut pas lâcher prise, on dirait aujourd'hui. Donc, elle continue. Elle veut pas être un boulet pour Léon Blum. Il est en plein triomphe. Et d'ailleurs, j'ai toujours aimé cette photo du 14 juillet 36, Léon Blum à la tribune avec Daladier, Torres, etc. J'adore cette photo parce que elle est toute petite, elle est devant, parce qu'elle joue le rôle de First Lady avant l'heure. Donc comme c'est une First Lady, eh bien elle arrive à être à la tribune. Je pense que ça n'était pas prévu. Et d'ailleurs, très souvent, la photo est cadrée et on la voit pas. Donc ça, c'est un truc qui m'énerve. En Espagne, le 18 juillet, c'est le soulèvement nationaliste contre le gouvernement du Frente Popular, légalement au pouvoir. En France, le Front Populaire est frappé d'une blessure mortelle. Comme l'écrira M. Jean Lacouture dans sa biographie de Léon Blum, le soulèvement espagnol va déchirer, miner, tarauder le Front Populaire, va jeter Léon Blum au bord de la démission et puis au bord du reniement. À partir du 18 juillet, rien ne sera plus comme avant. Non, rien ne sera plus comme avant. Ça, c'est la catastrophe qui n'était pas attendue. C'est-à-dire, dans ce programme qui semble presque idéal, on fait des réformes, elles sont appliquées, puis l'été est une sorte de promesse donnée aux Français. Nicolas Rousselier. Le 18 juillet, vous l'avez dit, il y a ce pronunciamiento, c'est-à-dire c'est un appel à une révolte des militaires contre le gouvernement légal, qui est une république en Espagne. Donc, il y a à la fois la similitude du nom, Frente Popular en espagnol, Front Populaire en français, mais une vraie proximité des deux expériences. C'est ça aussi qui pose un énorme problème. C'est que les deux expériences, politiquement, sont très comparables. Il y a, avec des différences, mais quand même des acteurs assez semblables d'un côté des Pyrénées, de l'autre côté des Pyrénées, Parti communiste, Parti socialiste, des républicains, comme nous avons en France des radicaux, et la guerre civile espagnole. Donc, ça, c'est tout de suite, si vous voulez, un problème que Léon Blum, bien sûr, pouvait avoir en tête, à savoir que, en quelque sorte, à côté ou en dehors du socialisme, faire des réformes sociales, il y a le pouvoir. Le pouvoir, c'est, vous avez un Quai d'Orsay, un ministre des Affaires étrangères, vous avez une armée française, qu'est-ce que vous faites ? Est-ce que vous allez aider les Espagnols ? Ça, c'est une décision qui, par sa nature, est une décision qui n'a rien à voir avec être socialiste ou ne pas être socialiste. Là, c'est gouverner en tant que chef du gouvernement, sachant qu'à l'époque, le président de la République n'a très peu de pouvoir. Donc, ça retombe vraiment sur les épaules de Léon Blum. Et alors, quel choix fait-il, ce Léon Blum, face à cette situation catastrophique en Espagne d'un point de vue républicain ? Alors, le terme officiel qu'on a utilisé, et c'est très important de le dire officiellement, par rapport aux Britanniques, par rapport à l'opinion française, c'est le terme de non-intervention. La non-intervention, c'est ce qu'on met en avant pour conforter l'alliance avec la Grande-Bretagne. La Grande-Bretagne ne voulait pas d'intervention. Et aussi pour faire très attention à l'opinion publique française. En fait, c'est assez simple. C'est que une intervention pouvait déclencher une forme française de guerre civile. C'est-à-dire, puisque les deux fronts populaires sont parallèles, bon, rien n'empêche de penser qu'il peut y avoir deux guerres civiles parallèles. Donc c'est absolument dramatique. La non-intervention, le choix de ne pas intervenir, est nuancé par des décisions qui sont prises plutôt de manière clandestine par Léon Blum, certains membres de son gouvernement, pour envoyer des armes. Mais envoyer des armes, évidemment, n'a rien à voir avec une intervention militaire. On n'est pas évidemment là pour faire des rétrospections, mais une intervention militaire de l'armée française, au-delà des Pyrénées, c'est assez rapide. Probablement aurait pu sauver la République, mais en même temps, en se mêlant d'une guerre civile absolument terrible entre deux Espagnes. No pasarán. Pasaremos. Blum, en agissant ainsi, a assumé un risque considérable d'impopularité. Émission L'Histoire en jugement, 1982.
mais il était mu par les raisons les plus nobles. Il s'en est expliqué lui-même dans une lettre datant de 1942, parlant de l'intervention en Espagne et de ses conséquences. Il écrit « Nous aurions eu en France le pendant du coup de force de Franco en Espagne. Avant toute guerre étrangère, la France aurait eu la guerre civile, avec peu de chances de victoire pour la République. C'est-à-dire que l'Espagne n'aurait pas été délivrée, mais que la France aurait été fascisée probablement avant elle. Devant le risque de guerre civile, Blum a choisi la non-intervention officielle. C'est tout à l'honneur du chef du gouvernement de la France. » Le coup du sort, le mauvais sort. Alors que Léon Blum met en application ses réformes sociales, le général Franco, lui, aspire à liquider la République espagnole. Hay una raza y hay un pueblo. ¡Arriba España! Blum tergiverse et opte pour un soutien clandestin. Mais ça crée de vives tensions au sein de la coalition. Et l'Espagne, bande de salauds! Personne n'a social flic! Monsieur, parlez enfin! Les communistes ont accepté de faire partie du Front populaire, mais ils ont fait pression pour l'intervention en Espagne. Ilan Graelzamer. Alors que de l'autre côté, l'autre maillon faible, c'était les radicaux. Au fond, les radicaux, c'est un parti centriste, et même par certains côtés centre-droit. Et immédiatement, les radicaux ont menacé Léon Blum. Si jamais il y avait une intervention en Espagne, eh bien, il quittait immédiatement le gouvernement. Donc, à l'époque, Léon Blum était vraiment pris entre deux feux. Il est certain que Léon Blum a eu l'esprit torturé par cette question. La parole est à notre ami Léon Blum, président du Conseil. Vous avez entendu l'autre soir, au Vélodrome d'hiver, les délégués du Front populaire espagnol. Léon Blum, 1937. Je les avais vus le matin même. Croyez-vous que je les ai entendus avec moins d'émotion que vous? Croyez-vous, quand je lisais comme vous, dans les dépêches, le récit de la prise d'Irun et de l'agonie des derniers miliciens, est-ce que vous croyez par hasard que mon cœur était moins déchiré que le vôtre? C'est l'aspect qu'on retrouve plusieurs fois dans la vie de Léon Blum, à savoir, il s'est dévoué à cette grande idée du socialisme, et en fait, à plusieurs étapes de sa vie, il est confronté à autre chose que le socialisme. Nicolas Rousselier. C'est la pire époque pour être socialiste. C'est la pire époque d'être chef de gouvernement socialiste. Pire époque parce que vous êtes dans une coalition parlementaire, les radicaux, les communistes qui soutiennent seulement du dehors, et puis la pire époque parce que la France est socialiste, la Grande-Bretagne à ce moment-là ne l'est pas du tout, elle a un gouvernement conservateur, l'Espagne est républicaine, soutenue par les socialistes espagnols, mais dans une guerre civile. Donc c'est quand même le pire moment par rapport à ce dont on parlait tout à l'heure, cette fameuse embellie éclaircie, sociale, réelle, dont parlait Léon Blum. Ça se fait au milieu de ténèbres, en fait, au milieu d'événements absolument terribles. J'ai dit un jour à un journaliste étranger, bien que je ne sois pas un sportsman accompli, dis, nous ne courons pas une course de plat, nous courons une course d'obstacles. Léon Blum, 1937. Un jour, nous sautons une haie, et mon Dieu, nous nous retrouvons sur nos pattes. Le lendemain, nous en sautons une autre, et puis une autre, et puis une autre. Et je ne vois pas à quel moment nous trouverons devant nous le plat, la ligne droite. Et bien entendu, nous courons toujours le risque de faire panache au mur en terre ou à la rivière des tribunes. C'est cela qui donne, d'ailleurs, à notre vie, à laquelle, par surcroît, les émotions n'ont pas manqué, un piquant, une saveur toute particulière. Tout ce que nous faisons, toute notre existence
et pénétrer au même degré du sentiment de l'éphémère et du sentiment de la durée. Et ce n'est pas une mauvaise règle de morale pour des gouvernements. Aujourd'hui encore, certains reprochent à Blum de ne pas être intervenu en Espagne. Mais sachez que les leaders du Front populaire espagnol ont toujours compris la position de Léon Blum et qu'ils ne lui en ont jamais tenu rigueur. La guerre civile espagnole a plombé l'euphorie du Front populaire. Mais ce ne fut pas la seule raison. Il y a deux problèmes ensuite. Le premier, c'est que la crise économique continue. Il faut savoir qu'à l'époque, les connaissances même qu'on a sur la crise économique, les mécanismes monétaires par exemple, sont très faibles. Léon Blum, comme son entourage, n'ont pas toutes les clés. Donc la politique économique, on va dire rapidement, est aussi un échec, symbolisé par les dévaluations. Mais je pense que le critère le plus grave, c'est les dysfonctionnements politiques, la difficulté à faire une majorité. Si vous voulez, gouverner passe par une case obligatoire qui est la majorité. Et la majorité, sous la Troisième République, on n'est jamais sûr de la garder d'un débat à l'autre. On a par exemple, au début de l'automne 36, les radicaux avec soi. Les radicaux votent les projets qui sont présentés par le gouvernement Blum, mais quelques semaines après, d'ailleurs, petit à petit, par petits paquets, les radicaux peuvent se disperser dans l'abstention, ou pour les radicaux version droite, ils peuvent s'opposer. Donc vous avez une déliquescence, littéralement, mathématique en quelque sorte, de la majorité, et finalement, au bout de quelques mois, la majorité est perdue. Il y a même des divisions internes aux socialistes, et puis il y a aussi ce jeu extérieur-intérieur du Parti communiste. Donc ça, c'est un enseignement aussi très intéressant, c'est que nous sommes tous fondés sur la valeur du pluralisme en démocratie. Le pluralisme, c'est laisser parler plusieurs partis, plusieurs opinions, pour essayer ensuite de trouver une vérité commune, mais ce pluralisme peut déboucher sur une paralysie du gouverner. J'emploie le terme gouverner comme un substantif, comme un nom. Le gouverner. Et ça, c'est moi, j'ose dire, la tragédie de la Troisième République. Je pense que la Troisième République, certainement, a été le régime le plus démocratique en France, le plus parlementaire, le plus éloquent, où les discussions au Parlement étaient extrêmement approfondies. Ça n'a rien à voir avec aujourd'hui. Mais, dans ces années 30, il se met à dysfonctionner jusqu'à la tragédie pure, c'est-à-dire la défaite de 1940 est aussi un dysfonctionnement du Parlement. La situation sociale est meilleure, le prolétariat a retrouvé sa dignité, mais les patrons relèvent la tête, comme si le bel été socialiste était fini. Par ailleurs, avec la hausse des salaires et la baisse du temps de travail, en pleine crise économique, l'inflation a grimpé et on a dû dévaluer le franc. Rien ne fut épargné à Blum. Ajoutez que la presse d'extrême droite s'est déchaînée. Elle a poussé à bout certaines personnalités du Front populaire, allant même jusqu'au suicide, pour Roger Salingro, le ministre de l'Intérieur. Ils l'ont tué et acheté le populaire. Roger Salingro suicidé au gaz. Cerné par la crise économique, détesté par la droite et tiraillé par ses divisions internes, le gouvernement Blum démissionne le 21 juin 1937. Le ministère Léon Blum, qui détenait le pouvoir depuis 1 an et 16 jours, ayant démissionné à la suite d'un désaccord survenu avec le Sénat, le président de la République a chargé M. Chautemps de former le nouveau cabinet. En fait, analyser le Front populaire est une vraie leçon de pédagogie pour un professeur d'histoire parce que le risque, c'est de le faire en tranches. Si vous prenez la tranche tandem, on part en vacances, pour la première fois, on voit la mer et la plage. Évidemment, personne ne peut être insensible à ça. Et c'est une réalité. Et la réalité, elle est même plus concrète avec une augmentation des salaires, les conventions collectives, par exemple, qui permettent aux syndicats d'entrer vraiment dans le fonctionnement des entreprises. Donc tout ça est vrai, mais c'est juste une tranche. Parce que ensuite, il y a les conséquences qu'on peut quand même juger plutôt négatives de mesures économiques. Et puis, vous avez le fait qu'on n'a pas réformé
le mode de fonctionnement, c'est-à-dire on n'a pas réformé la façon de faire une loi, une politique publique, on n'a pas réformé la Troisième République. C'est-à-dire que l'obligation de défendre la République, la démocratie, face au régime totalitaire qui environne la France, oblige à faire l'impasse sur cette qu'aurait peut-être été la mère des réformes. C'est-à-dire, si vous voulez vraiment développer une politique sociale nouvelle, efficace, il faut avoir des nouveaux outils. Donc, on a tendance à se dire, si on veut trouver une belle page dans notre histoire, on prend une page, la page Printemps-été 36, on la retire du livre de l'histoire de France et on se fait plaisir. Tout le monde peut comprendre pourquoi on se fait plaisir. Ça peut correspondre à nos histoires familiales même. Mais, en historien, je suis rabat-joie, il faut prendre la page suivante, l'automne 36, où ça commence à aller très mal, les divisions, sans parler de la marche à la guerre, 38, puis les divisions internes au Parti socialiste. Oui, parce que ce que vous racontez, c'est qu'en effet, le tandem, Charles Trenet, les chansons, les kermesses, ça fait écran de fumée du réel de l'époque et du contexte qui entoure le Front populaire. Oui, parce que les images ont gagné, c'est des images formidables, et on fait une meilleure image avec un jeune couple souriant sur un tandem que l'image, par exemple, de la dévaluation monétaire, qui par ailleurs était une vraie catastrophe et un début d'échec, le vrai échec économique et politique. C'est pour ça qu'il faut garder cette analyse complète du Front populaire pour nos élèves, nos auditeurs. J'ai bien peur que Blum se soit trompé. Et Thérèse? Elle va de plus en plus mal. Et comment il prend ça, Blum? Il vit un cauchemar. Ce serait le cas pour n'importe qui, mais vraiment en ce moment, pour lui, c'est pire que tout. Le 22 janvier 1938, la citoyenne Thérèse Blum meurt d'un cancer de l'estomac. Elle avait 56 ans. Léon Blum est au bord du gouffre. C'est un moment d'effondrement pour Léon Blum parce que il perd celle qui l'a accompagné toute sa vie. Il s'est toujours reposé auprès d'elle, il a toujours aimé sa présence, son énergie, sa flamme. Léon Blum, je l'ai déjà dit, aime les femmes. Donc il aime Thérèse aussi pour cette présence, cette finesse, cette sensibilité. C'est un homme qui est ultra sensible, ultra sentimental, même parfois un peu fleur bleue, je dirais. Donc la mort de Thérèse Blum, au moment où s'effondre le Front populaire, c'est la fin d'un long compagnonnage, c'est la fin d'une histoire. Son grand amour caché, qu'il a fini quand même par épouser au bout de 20 ans de liaison clandestine, ils ont eu peu de temps pour vivre au grand jour cet amour. En fait, 32-38, ça fait 6 ans où il est peu disponible. Et donc, il n'avait pas imaginé qu'il allait être séparé de celle qui enfin, au grand jour, était devenue sa femme et qui, justement, cette citoyenne Blum que les Français aimaient, et d'ailleurs les funérailles de Thérèse Blum sont suivies. Donc c'est qu'elle a joué un rôle dans la conquête du pouvoir de Léon Blum. Donc pour Léon Blum, la mort de Thérèse, c'est un grand vide. « 1938, une année horrible pour Léon Blum. La mort de Thérèse, la fin du Front populaire et la guerre qui s'approche comme une évidence fatale. Mais le pire est à venir. Fin juin 1940, Léon Blum est dans le collimateur du vieux maréchal. Notre défaite est venue de nos relâchements. L'esprit de jouissance détruit ce que l'esprit de sacrifice a édifié. C'est un redressement intellectuel et moral que d'abord je vous confie. Désigné responsable de la débâcle face aux Allemands, Léon Blum va devoir affronter Philippe Pétain. C'est l'horizon du prochain épisode. Léon Blum, une vie héroïque. Un récit de Philippe Collin, réalisé par Violaine Ballet. Lecture, Charles Berling et Bérangère Varluzel. Assistance éditoriale, Irène Menahem. Documentation sonore, Frédéric Martin et Romain Couturier. Mixage, Basile Bocquer. Prochain épisode, dans les prisons de Vichy. Léon Blum,
Une vie héroïque est un podcast original de France Inter.